Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse et pour votre participation à l'occasion de la Journée internationale du spina bifida qui a lieu le 25 octobre, donc lundi. Il nous paraissait vraiment important de parler du sujet du spina bifida. Nous sommes réunis avec le soutien de la Fédération internationale du spina bifida et l'Association nationale du spina bifida. C'est un handicap qui est très sévère, avec des impacts vraiment lourds pour les familles. Et malgré tout, il y a une prévention possible qui est mal connue aujourd'hui par les familles. Et donc c'est pour ça que ça nous paraissait important de parler du sujet. Nous avons à nos côtés des représentants de patients et de leurs familles, ainsi que des experts pour parler de ce sujet. Cette conférence de presse est organisée avec le soutien d'EFIC. Et juste avant de commencer, je vais vous rappeler d'éteindre vos téléphones. Je vais commencer par donner la parole à Monsieur Hafner, qui est président de l'ASBH. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que le spina bifida et quelle est son incidence actuellement. Donc, d'abord, quelques mots sur l'association. L'association, c'est une loi 1901 d'intérêt général. Nous avons un agrément de sécurité sociale et une représentation nationale des usagers. Quelles sont nos forces? 5500 membres et sympathisants, 200 familles en point d'appui, 8 salariés, 70 bénévoles sur tout le territoire, un budget annuel supérieur à 1 million d'euros. De notre connaissance, nous sommes membres nationaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Nous siégeons dans les 9 commissions d'ailleurs, de France à Santé et l'association para-étatique, du collectif handicap, d'Alliance Maladies Rares, de l'UNAF et de beaucoup d'autres collectifs qui intéressent directement nos préoccupations. Nos offres de services en quelques mots: une lettre trimestrielle du SPINA avec un numéro de commission paritaire, des sites internet, des groupes de discussion, des réseaux sociaux. On est sur tous les réseaux sociaux. Et nous avons des services de conseil d'accompagnement à l'incontinence sphinctérienne et à l'autonomie. Nous avons une plateforme de soutien et d'accompagnement avec un numéro vert qui a fonctionné pendant toute la période du Covid. Et nous avons pu aider comme ça des centaines de familles et d'adultes. Nous avons un site qui s'appelle Préparer ma grossesse. Et nous sommes dans les réseaux de centres de référence des malformations vertébrales et médulaires, c'est MAVEM. L'épidémiologie des SPINA. Les anomalies de fermeture de tube neural font partie des dysgraphies spinales. D'ailleurs, maintenant, on dit anomalie de fermeture de tube neural plutôt que spina bifida, c'est plus général et ça correspond plus à la réalité. Les AFTN sont la deuxième malformation des fœtus, la plus fréquente après les malformations cardiaques. Le spina est une maladie congénitale qui est liée à l'absence de fermeture du tube neural par des malformations qui se produisent normalement entre le 26e et le 28e jour de la grossesse. De ce fait, le spina bifida entraîne de graves malformations du système nerveux central, aux deux extrémités. À l'extrémité céphalique, il y a également l'hydrocéphalie, et plus de 80% des cas, la syringomyelie, des dysgénies du corps calleux et des malformations de Chiari. Voici quelques exemples classiques, mais en réalité, on a un continuum qui va de spina bifida occulta sans conséquences et sans symptômes, jusqu'aux formes les plus graves et celles qui sont incompatibles avec la vie. Le spina bifida, c'est tout ça, mais heureusement, chaque patient n'a absolument pas tous ces problèmes. En effet, nous avons, je ne vais pas tout faire la liste, mais on a des malformations urinaires, on a des problèmes d'incontinence sphinctérienne, on a des problèmes d'obésité puisque les adultes sont à mobilité réduite, on a de l'hydrocéphalie, 10% des problèmes d'épilepsie, on a des troubles moteurs, des troubles cognitifs. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup de problèmes. Heureusement, les personnes n'ont pas tout ça en même temps. Mais ça veut dire que les SPINA ne sont jamais identiques et que nous avons donc des cas très différents les uns par rapport aux autres. La prévalence, Euro 4, c'est le registre européen. On voit tout de suite les résultats. Nous tournons aux alentours de 11,91 malformations sur 10 000 naissances. Alors, il y a enfin toujours un petit problème de codage de PMSI, c'est-à-dire que si un nouveau-né voit d'abord un neurologue, il va être codé d'une façon, et s'il fait un neurochirurgien, le codage risque de ne pas être tout à fait le même. Il y a encore des problèmes de PMSI. Les anomalies associées aux AFTN, donc le système nerveux central, c'est 1191, mais ce qu'on parle beaucoup moins souvent, c'est toutes les anomalies qui sont associées. Et vous voyez que la liste est tout à fait non illimitative.
nous aboutissons, quand on additionne un peu tout ça, à des évaluations qui tournent autour de 15-16 pour 10 000 cas, c'est-à-dire un cas pour 650 grossesses. Alors, on peut critiquer ce chiffre, mais en réalité, on est encore très en dessous de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on ne tient jamais compte des spina occulta. 17% de la population, soit plus de 10 millions de personnes, ont des petites malformations vertébrales, en général sans conséquences sur le plan sémiologique. Mais avec l'âge, nous observons dans l'association des cas de personnes tout à fait valides qui nous décrivent: j'ai les pieds qui tournent, j'ai les pieds qui se déforment, j'ai des pertes d'urine. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le spina occulta évolue. Le deuxième élément qui intervient, ce sont les fausses couches précoces, puisqu'on considère que c'est 10% des grossesses environ en France, ce qui aboutit donc à plus de 100 000 femmes qui sont concernées par une ou plusieurs fausses couches par an. 60% des fausses couches, d'après la littérature du premier trimestre, sont dues à des anomalies embryonnaires empêchant un développement normal, dont un nombre d'AFTN inconnus. Je me rappelle il y a quelques années d'une discussion avec le professeur Weckmans qui me parlait de 20 000 cas par an, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle d'évaluer. Donc les anomalies de fermeture tubérale ne sont pas si rares que ça. En résumé, il faut tenir compte des anomalies qui sont associées aux AFTN. Elles sont multifactorielles, elles sont monogéniques, chromosomiques, tératogéniques et d'étiologie inconnue. C'est donc vraiment un problème de santé publique. L'épigénétique joue-t-elle un rôle? L'environnement a une influence sur le génome dans les modifications épigénétiques. Les gènes sont sensibles à l'alimentation, aux maladies, aux médicaments, aux toxiques, au stress, à l'hygiène de vie. Nous héritons de nos parents de la façon suivante. Notre hérédité, notre génétique, la mère est de première génération, le fœtus est de deuxième génération, et les cellules reproductrices du fœtus sont de troisième génération. Certains parlent de transmission transgénérationnelle. La prévention des AFTN est-elle nécessaire pour les futurs pères? La santé de la femme est-elle seule responsable des AFTN? Une mauvaise alimentation du père avant la fécondation peut aussi avoir des conséquences nocives sur la santé du futur bébé. L'alimentation est souvent trop riche en matières grasses, provoquant l'obésité. L'obésité est un facteur péjoratif. Les chercheurs ont démontré que les difficultés dans le métabolisme peuvent se transmettre du père vers l'embryon. Les spermatozoïdes pourraient être affectés par l'alimentation du génome et véhiculer une mémoire de l'environnement et de la vie de l'organisme auquel ils sont élaborés. La prévention des AFTN est corrélée à la santé féminine, mais aussi à la santé masculine. Je donnerai juste un cas, parce que parmi d'autres, le cas de l'agent orange. Il y a une association entre l'exposition à l'agent orange qui était utilisé comme défolie en Vietnam et le risque de SPINA, par preuve de médecine, par méta-analyse. Les soldats américains exposés à l'agent orange, retournés dans leur pays, ont eu des enfants, et on s'est aperçu qu'il y avait un taux d'anomalie anormalement élevé. Le gouvernement américain a indemnisé les familles, a reconnu le rôle de l'agent orange, et il a donc indemnisé les familles. Le Vietnam a fait les mêmes observations. Le sperme de l'homme pourrait-il transmettre des AFTN? Une prise d'acide folique en périconceptionnel est-elle utile chez l'homme? Dans le doute, la réponse est peut-être oui. Je voudrais aussi ajouter, nous avons été auditionnés dans les États généraux de la bioéthique en 2018 sur la question. Nous avons délibéré pendant 45 minutes. Est-ce éthique de privilégier l'interruption médicale de grossesse IMG plutôt que la prévention? J'attends la réponse du CNCE, puisque, entre-temps, nous avons eu le Covid qui a complètement arrêté les réflexions du CNCE. L'absence de prévention des FTN a-t-elle des conséquences pour les femmes en désir d'enfant? Le professeur Jean-Marie Joannick vous détaillera le parcours de soins et les solutions palliatives possibles du fait d'une prévention insuffisante en France. Il est impossible d'imaginer la stupéfaction puis le désespoir de ces femmes à qui le médecin annonce l'existence d'un enfant différent des autres, de celui attendu, beau, parfait, d'autant que c'est après les 3 premiers mois que l'on s'aperçoit des malformations, au moment où la femme se dit « Ouf, ça y est, j'ai passé le plus difficile ». Quelle que soit la solution adoptée, le couple sera traumatisé. Il n'existe aucune bonne solution ni de guérison possible. Les coûts humains. Il ne faut pas oublier les coûts humains. Conséquences sur la vie familiale et professionnelle, risque de surprotection, vie professionnelle obérée par l'incontinence fécale et les problèmes de l'enfant, difficultés de vie de couple, de partenaire, problèmes de solitude et d'isolement, suivis médicaux difficiles, sport et loisirs difficiles. Les coûts humains collatéraux, explosion fréquente des cellules familiales. Dans l'association, plus de 50% des familles sont divorcées ou séparées ou reconstituées de façon plus ou moins de briques et de broc. Répercussions sur la fratrie,
évidemment, impact sur la vie professionnelle des aidants pouvant conduire à l'abandon de toute activité professionnelle, et c'est malheureusement souvent le cas, impact sur la vie et la santé des aidants jusqu'au burn-out, fragilité financière de la cellule familiale, c'est évident, désocialisation de l'aidant et de l'aidé. En conclusion, il faut passer d'une logique actuelle de soins à une logique de santé orientée vers la prévention. Et malheureusement, ce n'est pas l'orientation que les pouvoirs publics prennent depuis de nombreuses années. Alors, je voudrais juste dire un petit mot ensuite concernant Michel Zera. C'était un neurochirurgien à l'hôpital Necker et Trousseau. Il nous a quittés il y a quelques semaines suite à une longue maladie. Figure du monde du spina bifida, il était l'un des meilleurs neurochirurgiens français et associait technicité et humanisme. Il était le médecin de la dernière chance dans les cas les plus difficiles. Nous faisons très souvent appel à ses compétences et il nous a toujours apporté réflexions pertinentes dans les conseils d'administration de l'association. Nous avons décidé d'appeler notre prix de thèse de médecine annuel prix de thèse de médecine Michel Zera. Une maman, pour l'honorer, nous a suggéré un choix qu'il aurait aimé, voir le sourire des enfants qu'il a opérés. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Les témoignages. Bien. Alors, le premier témoignage, c'est celui de Cédric Fèvre, qui était médaillé paralympique en paratir. Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui, puisqu'il est actuellement en stage de formation en tir. Alors, je vais un peu plus détailler son parcours. Très tôt, Cédric Fèvre a été initié au sport pour défier le mauvais sort qui l'a rendu handicapé grâce à ses héros, ses parents. Le spina bifida entraîne pour lui une paralysie, une perte de sensibilité au niveau des jambes et l'empêche de marcher normalement avec d'autres séquelles indivisibles. Ils se sont mis au sport quand j'étais enfant, pas pour eux, mais pour moi, pour m'intégrer à mes activités, me pousser à me dépasser et ne pas me laisser abattre par le handicap. Cédric essaie la natation. Ce n'est pas un succès. D'autant que nager est très compliqué, son handicap. Mais au club handisport de Dijon, il n'y a pas qu'une piscine. Les éducateurs lui proposent le tir à la carabine. Le petit garçon n'aime pas trop les armes, mais il essaye. Coup de foudre, le plaisir est total, immédiat. Les parents découvrent alors un enfant volontaire, ambitieux, accrocheur. Il a tout simplement trouvé sa voie. À peine 2 ans plus tard, il est champion de France cadet. Mais la progression n'est pas linéaire. Cédric apprend des échecs, surtout celui de sa non-sélection pour les Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Beaucoup auraient baissé les bras. D'ailleurs, certains le lui conseillent. Cédric va se servir de cette déception, de ce doute, comme d'une étape. Il va tracer sa route personnelle et cela paye. Des heures d'entraînement, de sacrifice, de sport à la maison, le soutien permanent de ses parents. Aujourd'hui encore, je suis époustouflé par sa volonté, raconte son environnement. Ses résultats sont de plus en plus bons, de plus en plus réguliers, jusqu'au sommet. Cette sensation unique que peu de sportifs, même de très haut niveau, reconnaissent l'hymne national en son honneur aux Jeux paralympiques. Cédric Fèvre Chevalier est sacré champion paralympique dès sa première Olympiade à Londres en 2012 en tir à la carabine couché à 10 mètres. En atteignant un niveau qui surprend même ses entraîneurs puisqu'il décroche le record du monde. Bien. Aujourd'hui, Cédric s'entraîne une vingtaine d'heures par semaine, la plupart du temps au centre de tir de Chalon-sur-Saône, près de chez lui, préparation physique et mentale. Même si nous voyons peu, compte tenu de la situation sanitaire, je sais qu'il fait chez lui des exercices que je lui demande, assure Gwenola van der Allen, stomato-psychopédagogique, oui, et préparatrice mentale de Cédric. Il est très impliqué, contrairement à d'autres sportifs de haut niveau.
Titulaire d'un BTS comptabilité, Cédric Fèvre-Chevalier n'exerce pas d'activité professionnelle. Il est soutenu par le pacte de performance, dispositif mis en place par l'État et les entreprises. Cédric est soutenu par la Caisse d'épargne de Bourgogne et la Fédération française de tir. Cette année, après 10 ans, pas de 10 ans, Londres, ce sont les Jeux paralympiques de Tokyo. À 37 ans, Cédric a obtenu la sélection du concours du comité paralympique. Je vais terminer. Dans sa discipline, il faut réaliser 60 tirs en 50 minutes. Chaque tir, il doit recharger l'arme, viser à nouveau, se concentrer à nouveau. Répéter la même séance de tir pour toucher la cible minuscule. Chacun des tirs est un match à lui seul. En compétition, il faut réaliser une moyenne de 10 sur le match pour rivaliser avec les meilleurs. À Tokyo, Cédric est bien battu, mais il n'a obtenu que la 4e place au classement du paratir. Mais déjà, Cédric est en stage national ce jour. Il prépare les futurs Jeux avec une rage calme et froide de revanche. L'ASBH ne peut que le féliciter pour ses exploits et sa volonté de se battre contre l'adversité. Il est un grand témoin d'une jeunesse qui ne se résignera jamais à subir le handicap. Et maintenant, je suis bien embêté parce que Béatrice n'est pas encore arrivée. Elle arrivait de Dijon par le train et apparemment, il y a des problèmes de train. C'est pas grave, elle interviendra en arrivant tout à l'heure. Merci. Je pense qu'elle va tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hafner. On a une petite vidéo justement pour vous présenter l'exploit de Béatrice Cibot. Nous allons vous projeter, qui vous donne une petite idée de l'exploit qu'elle a pu faire malgré son handicap. Voilà, bravo à elle pour ce défi qu'elle s'est lancé. Maintenant, je vais donner la parole au docteur Ferdinand Dombre, qui est gynécologue obstétricien au sein du service de médecine fétale de l'hôpital Trousseau. Bonjour. Bonjour, je suis médecin dans le service de médecine fétale de l'hôpital Trousseau et on m'a demandé de vous présenter les enjeux d'un diagnostic complexe et je vais vous parler essentiellement d'échographie pour le diagnostic des dysraphismes fétaux. Alors, je dirais qu'il y a essentiellement deux grands enjeux, hein. Le premier enjeu va être de détecter les cas et formation. Et ça se fait dans le cadre d'une échographie diagnostique. Et c'est cette échographie diagnostique avec un examen morphologique complet de niveau expert qui va permettre d'établir précisément le pronostic fonctionnel et qui va permettre au couple attendant un enfant porteur d'un dysraphisme d'entrer dans un parcours de soins adapté, parcours qui sera détaillé pour vous dans la présentation suivante. Alors, le premier enjeu, je vous ai parlé de dépistage. Monsieur Hafner vous a présenté dans la première partie la prévalence des anomalies de fermeture de tube neural. Vous avez vu que c'était des atteintes qui étaient relativement fréquentes. Hein, l'ensemble des anomalies de fermeture du tube neural touche à peu près 10 pour 10 000 individus. Et ces cas-là vont devoir être détectés lors des échographies de dépistage. Il y a 3 échographies qui sont réalisées en cours de grossesse en France. En général, 2 à 3 échographies dans la plupart des pays européens.
Et lors de cette échographie de dépistage, les questions qui sont posées à la personne qui réalise l'examen sont assez simples. Est-ce que le rachis a un aspect habituel? Et on a un certain nombre d'images que l'on doit fournir dans le compte-rendu d'échographie qui illustrent la colonne vertébrale, donc le rachis du fœtus. Et on recherche également un certain nombre de signes indirects. Donc des signes indirects qui peuvent être au niveau céphalique, la ventriculomégalie, donc la dilatation des ventricules cérébraux est quelque chose qui est visible à l'échographie, des anomalies de position des membres. Il peut y avoir d'autres signes et de plus en plus, il y a des signes indirects qui sont accessibles chez des opérateurs expérimentés dès l'échographie du premier trimestre. L'ensemble du cahier des charges de ce que l'on doit faire en échographie de dépistage est régi par, je dirais, notre code de la route de l'échographie, qui est le rapport du comité technique de l'échographie fétale, et qui décrit les éléments que l'on doit avoir en dépistage. Alors, est-ce que ce dépistage est performant? Donc, le temps que là, voilà, c'est encore un autre bouton. Donc, est-ce que ce dépistage est efficace? La réponse est plutôt, puisque si on regarde les données de registre en France, on se rend compte que la large majorité des anomalies de fermeture du tube neural sont dépistées, c'est-à-dire détectées avant la naissance, avec, je dirais, en Europe, un taux de détection selon les données de registre proche de 90%. Et la France qui est plutôt bien placée dans ce classement. Une fois cette détection faite, alors je ne sais pas comment, voilà, on passe la diapo suivante. Une fois cette détection faite, donc par une échographie qui est faite en routine par un médecin échographiste, une sage-femme échographiste, la patiente est référée et adressée à un deuxième échographiste qui va faire l'échographie de diagnostic. Et là, il y a le deuxième enjeu du diagnostic, c'est d'établir précisément l'anomalie détectée et d'affirmer son caractère isolé, bien entendu, et surtout de préciser exactement le type des lésions, le type d'atteinte de dysgraphisme dont on parle, puisque dans l'expérience de centres experts, par exemple le centre MAVEM dont on a parlé tout à l'heure, on a près d'un cas sur 4 pour lequel le diagnostic initial qui avait été posé par les premières lignes d'examen avait été révisé pour une forme différente avec potentiellement un pronostic différent et donc une prise en charge différente. Alors, je vous ai dit qu'il fallait caractériser le plus précisément possible l'anomalie. Les différents éléments de l'échographie qui vont être investigués par l'échographiste vont être l'atteinte osseuse, quelle est sa largeur, sa hauteur, est-ce qu'il y a des déformations du rachis associé, l'atteinte médulaire, donc de la moelle épinière, est-ce que cette moelle elle est bien placée, est-ce qu'elle est déformée, quelle est la position de son extrémité, est-ce qu'elle s'accompagne de la formation d'un sac qui fait hernie, quel est le contenu du sac, est-ce qu'il y a une tige dedans? Il y a énormément d'éléments sémiologiques précis à décrire au niveau de l'atteinte médulaire. Allô? On va évaluer également T'as réussi, ça y est? le retentissement cérebral. Bah Est-ce alors, qu'il y a une je t'explique. ventriculomégalie? Est-ce qu'il y a C'est le d'autres premier, signes marqué associés écran au niveau partagé. cérébral? Il y a des signes associés qu'on considère comme habituels. Il y a un certain nombre de signes que l'on voit. Donc, il peut y avoir des anomalies de position des membres, une anomalie de mouvement des membres aussi. C'est quelque chose qu'on évalue également à l'échographie. Et des anomalies cérébrales. On peut avoir d'autres structures cérébrales qui sont fréquemment associées au dysgraphisme. Je vois rien. Une fois que, je dirais, ce bilan Ouais, j'ai envoyé. des différentes atteintes anatomiques fait par l'échographie experte, Par contre, il y a marqué on écran a partagé en différentes vert, en bas avec une cases flèche. J'espère qu'il n'y a pas diagnostiques. mon écran On partagé. parlait tout à l'heure des codes Orphanet. Les cases diagnostiques des codes pour le PMSI ne correspondent plus aujourd'hui à l'ensemble des types d'atteintes de dysgraphisme qui sont connus. Et on a, je dirais, deux grandes extrémités d'un même spectre où on va avoir le myéloméningocèle dont on a parlé tout à l'heure, qui est la forme la plus sévère de dysgraphisme ouvert, et une autre entité, qui est une forme fermée d'excellent pronostic, qui s'appelle le limited dorsal myeloschisis. Et en fait, on a des formes mixtes qui font tout le spectre avec toutes les lésions possibles entre ces deux formes. Et plus que de mettre une étiquette d'un nom de pathologie, l'échographie et l'enjeu de l'échographie de diagnostic va être de décrire précisément les lésions. Et de cette description précise va découler les possibilités d'établir un pronostic moteur, un pronostic vésico-sphinctérien,
et un pronostic cérébral. Et l'établissement de ce Au pronostic début, ça ne marchait nécessite pas. Il me une disait prise en toujours charge en multidisciplinaire. C'est pour ça qu'on est organisé en centre C'est ce qu'il me fait. Et puis, j'ai pluridisciplinaire. attendu un moment, puis ça s'est Et déclenché. cette Ouais, Bonjour, multidisciplinarité pourriez-vous couper vos dans le micros, contexte du s'il vous plaît, diagnostic parce qu'on n'entend pas prénatal l'orateur. implique évidemment Merci. des échographistes de diagnostic et des échographistes, je dirais même experts, qui sont des diagnosticiens de deuxième ligne, travaillent en collaboration avec des neurochirurgiens. On parlait de Michel Zera qui nous a quittés, qui était un des membres importants de notre centre, qui avait lui-même une expertise pour même lire les appareils d'échographie, les images d'échographie. Bien sûr, les médecins de médecine physique et de réadaptation. Et évidemment, je ne sais pas si on va parler de l'annonce du diagnostic, mais l'accompagnement avec les psychologues fait également partie de cette étape de diagnostic. Et l'ensemble des options thérapeutiques, donc les parcours de soins, vont dépendre de la qualité de cette expertise première. Et c'est donc un temps extrêmement important pour la prise en charge de ces couples avant donc la naissance d'un enfant porteur d'un dysgraphie. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas si on fait les questions. Je vous en prie, asseyez-vous. Effectivement, vous avez commencé à l'aborder, la question de l'annonce, qui est probablement très compliquée pour les familles, qui se fait en plusieurs étapes. Et je crois que dès l'annonce, vous essayez de leur parler justement de la suite possible. Alors, la grande difficulté, c'est que la première étape, à l'étape de détection de l'anomalie, qui est faite donc par des échographistes qui font du dépistage, donc qui voient des patientes, 2-3 patientes par heure dans un flux tendu d'examen, qui vont détecter tout d'un coup un cas avec une anomalie du rachis. C'est très difficile à ce stade de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'information, et l'information doit vraiment être délivrée le plus tard possible, de façon précise, avec des options de prise en charge derrière ce diagnostic. Et il faut rester très prudent. Je dis ça parce que vous avez vu, même entre les diagnosticiens et les experts, on a des diagnostics qui sont révisés. Je vous laisse imaginer le nombre de diagnostics qui sont révisés entre l'échographie de première ligne, la première hypothèse éventuellement faite, et l'échographie de deuxième ligne. Et donc, le rôle de chacun à chaque étape, la personne qui fait le dépistage doit dire il y a un aspect inhabituel, quelque chose qui nécessite un avis expert pour pouvoir vous dire exactement quelle est l'atteinte et quelle est la prise en charge possible, et éviter au maximum, à l'annonce de la détection, de même donner un diagnostic, de dire c'est une myéloméningocèle, c'est un limited dorsal myeloschisis, c'est telle ou telle entité pathologique. Et donc oui, c'est difficile pour les couples parce qu'il y a plusieurs niveaux d'information. Merci beaucoup pour ces éléments. Et du coup, justement, je vais demander au professeur Joannick de nous rejoindre, qui est un des spécialistes mondiaux des opérations in utero, et qui nous parlera justement de ces réponses thérapeutiques qui restent complexes. Merci à vous. Vous aviez... D'accord. Merci à vous. Alors, comme on vient de le voir avec Ferdinand Dombre, le taux de dépistage prénatal des anomalies de fermeture du tube neural en France est extrêmement important, et un des plus élevés en Europe. Et ça, c'est le témoin de la qualité de la formation initiale, les échographistes qui ont en charge le dépistage des malformations en population, et également, je pense, de la qualité de l'organisation des soins dans notre pays concernant le dépistage et la suspicion des anomalies fétales. Et puis, on pourra le discuter ensemble ensuite. Suivant le diagnostic prénatal de myéloméningocèle dans notre pays, une majorité de couples continuent à formuler une demande d'interruption médicale de la grossesse dans les suites d'un tel diagnostic. Et là encore, ce taux va être variable en Europe, suivant la sociologie des populations, l'organisation des soins dans les pays, et l'âge gestationnel auquel ce diagnostic va être réalisé. Ferdinand Dombre vient de dire quelque chose de très important, c'est que vous avez compris qu'il y a une structuration de l'organisation des soins. Toutes les femmes se voient proposer un dépistage des malformations par échographie. C'est une proposition qui leur est faite, hein, c'est absolument pas une obligation.
mais l'immense majorité d'entre elles souhaitent le faire. Ce dépistage, il est fait au plus près de leur lieu de travail ou de domicile. Et le but, et c'est finalement les échographistes qui font les échographies de dépistage qui, à mon sens, font le plus gros du boulot. Parce que leur job, c'est tout au long de la journée de faire un examen morphologique détaillé du fœtus et puis de détecter des images qui sont inhabituelles, qui ne ressemblent pas aux coupes de référence qu'on leur a appris à faire. Et Ferdinandon m'a dit quelque chose de très important. Leur job, c'est de dire l'aspect de telle partie du fœtus n'est pas habituel. Et à ce stade-là, il est très important de ne pas aller plus loin et de pouvoir passer la main pour l'organisation euh, d'une échographie de deuxième ligne qui va être faite par un échographiste de référence et qui, lui, va pouvoir préciser le type d'anomalie euh, euh, auquel on doit faire face. Et puis ensuite, euh, les patientes, et maintenant cette organisation de soins est définie et admise par toutes et tous, les couples, ces patientes sont référées dans des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal qui sont, il y en a 48 dans notre pays, qui ont été créés à l'aune des années 2000, qui fonctionnent très très bien, avec, vous voyez, une emprise territoriale et régionale, une répartition sur le territoire national, incluant les DOM-TOM et la Polynésie, qui est relativement satisfaisante, qui permet un accès correct pour les patientes. Et au sein de ces structures, et au travers, vous l'avez compris, une organisation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui va faire intervenir plusieurs spécialistes d'une pathologie ou d'une malformation, il va y avoir une nouvelle étape d'analyse encore plus fine, encore plus précise du type d'anomalie vertébrale et médulaire, du type de dysgraphisme. Ferdinand vous l'a dit, hein, ça a été, Michel Zérin et moi-même, une très grande surprise lorsque nous avons lancé le programme de chirurgie fœtale de réparation des myéloméningocèles à Trousseau. Nous avons constaté que dans 15% des cas, le diagnostic chez nous était corrigé, hein, alors même que cette maman avait vu un échographiste de dépistage qui avait dit le bas de la colonne vertébrale n'a pas un aspect habituel, qui avait fait son job. Cette femme était référée à un centre pluridisciplinaire diagnostic prénatal d'Île-de-France ou de région, et puis nous était adressé pour un complément d'information autour de la malformation décrite. Et une fois sur 6, on a dit, mais en fait, madame, le fœtus ne présente pas une myéloméningocèle, présente un autre type de malformation vertébrale et médulaire dont le pronostic est différent. Et vous imaginez bien sûr l'impact que cela a sur le choix qui va être ensuite celui des couples. Dans tous les cas, il me semble que ça fait partie des missions qui sont ceux d'un centre de référence pour les maladies rares. Alors, la caractérisation, c'est-à-dire la description la plus précise de la malformation, est faite à 98% par l'échographie, mais nécessite une particulière expertise. Et Ferdinandon, vous avez quelque chose de très important. Cette évaluation purement anatomique par échographie, elle est faite par un échographiste expert, mais elle est faite également par un gynécologue obstétricien spécialiste de diagnostic prénatal et très souvent un neurochirurgien. Et à Trousseau, dans mon service, très souvent, ce temps d'imagerie, d'expertise fait intervenir 2 ou 3 docteurs qui vont, avec l'échographiste, participer à l'examen pour pouvoir répondre à des questions très précises sur l'anatomie de la malformation. Et cette étape est absolument indispensable parce que c'est après une description extrêmement précise que l'on va pouvoir délivrer à la patiente et au couple l'information éclairée. Et il ne peut y avoir d'information éclairée que si elle repose sur un diagnostic qui est solide. Ou sinon, le caractère éclairé de l'information n'existe pas, vous l'avez compris. Il y a une notion qui est très importante quand on fait de la médecine fœtale, c'est la notion de temporalité. Parce que, grâce à nos collègues psychiatres et aux psychologues, on a pu décrire les évolutions psychiques qui sont celles d'une patiente qui attend un bébé, qui va à 5 mois faire une échographie qui représente un temps de première découverte de son enfant, à un moment où les femmes
sentent un très grand plaisir au fait d'attendre un enfant, mais à une époque, celles-ci n'ont pas encore parfaitement matérialisé. C'est-à-dire que les femmes sont très heureuses d'attendre un enfant, mais cet enfant un peu imaginaire, il n'a pas encore de contour très précis dans l'esprit. Et puis nous, on arrive à ce moment-là, puisque c'est le temps du dépistage des malformations à 5 mois, et vous avez cette espèce de coup de tonnerre dans une si elle sera, puisque souvent les parents viennent pour espérer voir le visage de leur enfant à naître à l'échographie, connaître son sexe, choix de la majorité des couples maintenant, et puis on leur annonce tout autre chose. Donc cette temporalité est très importante parce que le fait d'annoncer qu'il y a une image qui est habituelle et qui va nécessiter un contrôle va venir bien sûr générer beaucoup d'angoisse. Et il faut que nous, au sein de ces centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, nous soyons à même de répondre. C'est une véritable urgence. Ce n'est pas une urgence vitale comme quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture et qui se vide de son sang et qui doit être amené à l'hôpital en SAMU dans la grande urgence. Mais nous avons, nous, une organisation où nous répondons la veille pour le lendemain, finalement, pour pouvoir recevoir les femmes et leurs conjoints ou leurs conjoints. Donc cette temporalité est très importante. Et puis l'information, elle va reposer sur l'intervention de plusieurs spécialistes de la malformation et de sa prise en charge après la naissance. Et cela est également très important parce que chacun va employer des mots qui lui sont propres, va apporter au dossier un éclairage qui est celui de sa discipline. Et finalement, on va pouvoir construire une sorte de couple, plus exactement, on va pouvoir reconstruire une sorte de puzzle qui va lui permettre de tenter de se projeter dans le devenir attendu pour l'enfant à naître, avec les limites et l'humilité qu'il faut toujours avoir quand on fait du diagnostic prénatal. Et puis ensuite, la loi française régit totalement l'organisation de ces centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et le fonctionnement de ces centres est détaillé au journal officiel de la République française, depuis l'adressage des femmes à ces centres jusqu'à leur prise en charge en leur sein, et puis pour les malformations fœtales qui sont d'une particulière gravité et reconnues comme incurables au moment du diagnostic, et les myéloméningocèles entrent dans ce cadre qui n'a pas de contour précis d'ailleurs. C'est-à-dire que le législateur n'a pas prévu qu'il faille dresser une liste de malformations qui pourraient être éligibles à une interruption médicale de la grossesse pour motif fœtal. Lorsque à l'issue de l'information et d'un temps de réflexion, c'est la demande de la femme, la loi française prévoit que cette demande doit être examinée au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et ces réunions font bien sûr intervenir tous les spécialistes concernés par la malformation. Ça n'est pas un tribunal d'assises, c'est-à-dire que les décisions ne sont jamais prises à main levée. Simplement, il y a une discussion collective qui est faite du dossier et on a, avec l'Agence de la biomédecine et des juristes, tenu à ce qu'il y ait une précision qui soit portée en insistant sur le fait que fallait tendre vers un consensus le plus large possible au sein de ces réunions de concertation pluridisciplinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, on peut considérer que ce sont des centres experts pour la prise en charge des anomalies fœtales, et ils fonctionnent de cette manière-là. Et puis, il y a une structuration supplémentaire, et vous savez que la France a été pionnière en la matière et a été imitée par la majorité des pays européens euh, par la mise en place de centres de référence maladies rares. Et nous nous sommes beaucoup battus avec Michel Zérin euh, pour que, lors de la dernière labellisation, il y a 5 ans maintenant, nous puissions obtenir ce label avec une mission qui est celle de tenter, au sein de notre emprise territoriale, de structurer un réseau de soins en période pré- et postnatale jusqu'à l'adolescence et également au moment de la transition et à l'âge adulte pour une prise en charge qu'on dit holistique de ces patients tout au long de la vie, mais ça demande beaucoup de travail. Ensuite, lorsqu'on a fait un diagnostic d'une pathologie fœtale d'une particulière gravité, il y a 2 parcours de soins qui sont possibles.
Le premier, il est celui d'organiser la naissance d'un nouveau-né. En fonction de la malformation, on va pouvoir, déjà pendant la période prénatale, définir un programme de prise en charge qui pourra parfois débuter dès la salle de naissance, ou pour les anomalies fœtales sévères, la possibilité, si c'est la demande de la femme, d'organiser une interruption médicale de la grossesse. Et puis, les méningocèles bénéficient maintenant d'une proposition de réparation prénatale au travers d'une chirurgie fœtale qui représente une sorte de troisième parcours de soins qui est possible maintenant. Cette chirurgie fœtale, elle est issue d'un programme de recherche translationnelle que je trouve tout à fait exemplaire, depuis les hypothèses princeps qui ont pu être vérifiées sur des modèles animaux, jusqu'à un essai randomisé qui a été réalisé par nos collègues américains et qui a permis de démontrer le bénéfice pour les enfants à naître de la réparation prénatale, et puis jusqu'à l'ouverture de notre centre en lien avec l'équipe de Michel Zérin et la naissance de notre premier bébé Prium, Marthe, en novembre 2014. À ce jour, 20 fœtus ont été opérés dans mon service en lien avec l'équipe de Michel Zérin. Je remercie François Hafner pour l'hommage qu'il a rendu à Michel, qui est un très grand expert du domaine et qui était avant tout un ami. Mais Michel, comme tous les gens qui sont professionnels, a transmis son savoir, notamment à Timothée de Saint-Denis, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Euh, la chirurgie fœtale de réparation dite à ciel ouvert, réalisée dans le service, nous a permis d'obtenir des résultats qui sont similaires à ceux de l'essai américain, avec une correction de l'anomalie de Chiari dans 2 tiers des cas, une diminution de la nécessité de recourir à une dérivation ventriculo-péritonéale dans la moitié des cas, et également un bénéfice moteur et degré de protection cérébrale. Cette chirurgie à ciel ouvert, qui impose l'incision au niveau du corps de l'utérus, est associée à un risque de prématurité, avec, vous voyez, un terme moyen de naissance dans notre expérience voisin de 34 semaines, impose la naissance de l'enfant par césarienne, mais cette nécessité va s'imposer également pour les grossesses suivantes. Et puis, on le sait depuis le début, cette cicatrice utérine va conserver un degré de fragilité et expose à un risque de rupture utérine pour les grossesses suivantes. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, nous nous sommes attachés avec Michel et les plus jeunes de l'équipe, Timothée de Saint-Denis et Lucie Guilbault, entre autres, à développer des techniques moins invasives de réparation jusqu'à arriver à la maîtrise de la technique de réparation par fétoscopie, qui est la technique que nous proposons en complément de l'abord à ciel ouvert dans le service et qui est réservée à ce stade à certains types de graphismes ouvert et qui s'affranchit d'une incision du corps de l'utérus. Et le principe de cette fétoscopie va être un petit peu comme on le fait en célioscopie, au travers de petits trocards. C'est comme un jeu de mécano, hein, à venir faire cette réparation, avec pour nous la nécessité d'avoir une réparation qui anatomiquement soit aussi raffinée que celle que l'on peut faire à ciel ouvert, qu'elle apporte un parfait degré d'étanchéité, ça espérer corriger l'anomalie de Chiari et donc conférer un degré de protection cérébrale, et par un recouvrement de la moelle et des racines, de conférer également à la réparation un bénéfice moteur pour l'enfant à naître. En conclusion, si vous me permettez, les messages clés pour moi sont de la nécessité d'une évaluation la plus précise possible du type de dysgraphisme en prénatal. Encore une fois, cette caractérisation est indispensable pour pouvoir délivrer une information loyale et éclairée au couple. Et puis, ça fait partie d'une de nos missions. Je crois qu'il est grand temps que soit menée une réflexion nationale sur le cadre d'information prénatale délivrée au couple suivant un tel diagnostic prénatal, car il me semble anormal que certaines patientes viennent consulter à trousseau parce que ce sont elles-mêmes qui
grâce à l'association, grâce à Internet, reçu l'information de la possibilité de discuter d'une chirurgie fœtale dans cette malformation. Il me semble, c'est un principe de justice, que ces 3 parcours de soins que je viens de vous détailler puissent être expliqués aux femmes, quel que soit leur lieu de résidence. Et le dernier mot-clé qui est capital, c'est la notion d'accompagnement des couples, euh, d'accompagnement qui est aidé par une prise en charge avec des psychologues spécialistes de ces parcours-là. Puis la notion de temporalité pour laisser euh, aux parents le temps de comprendre ce qui se passe, d'intégrer les informations médicales qui sont d'une richesse incroyable et de pouvoir prendre une décision en étant appuyés sur actions qu'ils ont pu établir de manière indépendante en lien avec leur entourage. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Donc, vous l'avez compris, 3 parcours et dans tous les cas, une situation très complexe pour les familles, avec voilà, des prises en charge qui sont extrêmement complexes, alors qu'en fait, il y a un moyen de prévention simple des spina bifida. Et du coup, c'est justement avec le docteur Harvey qu'on va en parler. Je ne sais pas, docteur Harvey, si vous voulez venir là ou si vous voulez rester. Allez, on fait comme ça. Oui, merci pour ces éclairages, parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à faire de la médecine, c'était directement une interruption médicale de grossesse, et j'avoue que les progrès faits à moins d'1 kilomètre du service que je dirige depuis un petit quart de siècle sont juste extraordinaires. Bravo, et c'est super. Et là aussi, une petite larme pour Michel Zera, dont j'ai encore le nom. Quand je me connecte sur Google, parce qu'il venait se connecter chez moi, donc je ne sais pas comment on l'enlève, mais bon, je ne l'enlève pas. Alors, on a parlé de diagnostic, mais à un moment, on est dans un pays où, vous le savez, la prévention, on est mauvais pour beaucoup de choses. Je ne vous parle pas des vaccins, je ne vous parle pas de tout. Et il existe une prévention qui, certes, ne sera pas à 100%. Michel Hafner, tout à l'heure, a parlé de l'incidence des défauts de fermeture du tube neural, qui est globalement 1,4 pour 1000. C'est assez simple. Avec une prévention simple qui est antéconceptionnelle, avant la conception. Les orateurs précédents l'ont dit, la fermeture du tube neural, c'est la première semaine de retard de règles. La première semaine, point. Et quand tout d'un coup, on a des patientes qui nous appellent en disant « C'est quoi le truc que je devais prendre là si j'étais enceinte ?» Je dis « Vous n'avez pas commencé à prendre votre acide folique ?»« Ah non, mais là, j'ai 15 jours de retard de règles. » Et là, on a une espèce de sueur froide qui se fait pourvu que la probabilité d'un 4 pour 1000. Lorsque vous mettez de la vitamine B9, alors quand on parle d'acide folique, les gens voient acide, au secours. Non, c'est acide dans plein de choses. La probabilité va chuter de 1,4 à 0,3 pour 1000. 1,4 à 0,3 pour 1000. Donc, ce n'est pas zéro, parce qu'il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs génétiques. C'est plus fréquent dans les populations celtes. C'est pour ça que le centre de référence, à un moment, était à Rennes. Et que vous avez dans plein d'autres pays. L'Irlande, c'est facile. La Cornouaille, qui est en dessous, le Pays de Galles. Et puis par immigration non choisie au moment de la guerre de la pomme de terre vers les États-Unis. Et tous ces pays-là ont démontré que l'utilisation de vitamine B9 en antéconceptionnel était utile. Ils ont même franchi un pas que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'y arrive pas en France, qui est d'enrichir les farines. C'est assez basique, très simple, et pour les personnes en désir de grossesse. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut faire? C'est simple, il y a le premier niveau qui est d'informer les gens, mais informer, ça ne suffit pas. Quand on a une consultation de gynécologie, de contraception qui dure 15 minutes en moyenne, on délivre un certain nombre d'informations. Et l'information qui est assez simple, souvenez-vous, il y a très longtemps, il y avait un bilan prénuptial. Et avant de se marier, il fallait aller voir un médecin qui tamponnait des papiers, mais qui de temps en temps faisait défaut parce que ça lui cassait les pieds. Et puis, il y avait tout un tas de dépistages. Je vous passe le dépistage de la syphilis, qui est quelque chose qu'on doit juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui auparavant était interdit parce qu'il y avait des mariages arrangés, on ne voulait absolument pas qu'il y ait de dépistage de la syphilis. Donc, je reviens au défaut de fermeture du tube neural. On voit les patientes pour des contraceptions. Bien. La question simple, quel que soit son âge, c'est de dire, avez-vous un désir de grossesse dans l'année qui vient? Simple. La réponse est soit oui, à ce moment-là, tac, on est en bilan préconceptionnel, arrêtez de picoler, arrêtez de fumer des substances illicites, essayer d'avoir une hygiène de vie et surtout, non pas de les informer, mais de leur prescrire de la vitamine B9. Il y a une différence entre vous devriez prendre et autre chose où on fait une prescription.
Deuxième réponse, j'en sais rien. OK, on repasse à la case précédente, j'en sais rien, ça va peut-être être oui, ça va peut-être être non. Troisième réponse, c'est oh non, non, il n'en est pas question. Ouais, alors le nombre de gens qui changent d'avis dans l'année est là aussi colossal. Et je ne connais pas un seul de mes collègues qui va recevoir un coup de fil à 2 heures du matin en disant, au fait, là, j'arrête ma pilule, qu'est-ce que je dois prendre? Et il y a quelque chose qu'on est un certain nombre à faire de façon simple, qui est de mettre sur toute ordonnance de contraception auto-arrêtable. Auto-arrêtable, c'est j'arrête ma pilule, j'arrête mon patch, j'arrête d'utiliser les anneaux, voire pour certaines, et là, on va sur les tutoriels sur YouTube, comment ne pas aller chez son gynécologue pour retirer soi-même son dispositif intra-utérin. Je vous vois tous dans la salle en train de faire non, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui. Et donc, à ce moment-là, vous écrivez sur votre ordonnance pilule XYZ, d'accord, et puis en cas de désir de grossesse, avant d'arrêter la contraception, débutez acide folique, 0,04 mg, un comprimé par jour jusqu'à 2 mois de grossesse, globalement jusqu'à l'échographie du premier trimestre. C'est hyper simple. Alors, on peut rajouter aussi un petit peu de vitamine B12. Les CELT l'ont démontré, mais vous passez de 0,3 à 0,2. L'énorme marge qui va passer de 1,4 à 0,3, c'est l'acide folique, la vitamine B9. Je vais prendre un autre exemple qui est, on va rentrer dans la période des soldes en janvier, lorsque tout d'un coup on vous dit il y a 75% de réduction sur les sacs à main. Je ne connais pas une qui ne va pas s'arrêter dans le magasin pour entrer, pareil pour les chaussures. D'accord? Donc là, vous avez 75% de réduction de risque d'anomalie du fermeture du tube neural. 0,4, c'est super simple. Alors certains vont dire, ouais, mais avec 0,4, elle a eu, dans ces cas-là, il faut que je donne 0,5, je vais donner 5 mg à tout le monde. Et là, c'est non, non, non et non. Pourquoi? Parce qu'il y a des papiers qui ont montré qu'à 5 mg, on augmente l'incidence de certains cancers. Donc 0,4 ou éventuellement 0,8, mais 0,4 mg en anticonceptionnel. Il y a un papier qui est sorti récemment dans une revue, pour lequel j'ai eu le bonheur de relire, qui a testé les femmes qui prenaient avant 8 semaines. Je dis, mais c'est aucun intérêt. Ce n'est pas avant 8 semaines de grossesse, c'est avant la conception. Tout papier qui sort quelque chose sans prendre en charge anticonceptionnelle ne mérite même pas d'être lu. Donc voilà, j'ai un message qui est très, très simple. La contraception, c'est facile. Toute consultation de contraception est une consultation préconceptionnelle. Et je vais terminer sur un dernier chiffre qui l'a fait froid dans le dos. Lorsque des femmes bénéficient d'un retrait d'un dispositif intra-utérin pour un désir de grossesse, le pourcentage de femmes qui avaient une prescription conforme et une prise conforme, 16%. 16%. 84%. Et c'est un retrait de dispositif intra-utérin dans un désir de grossesse. Je ne vous parle pas de celle qui a 50 ans à qui on va retirer son dispositif intra-utérin en disant bon, vous n'avez plus besoin de votre stérilet, ou etc. Ok, désir de grossesse. Donc voilà, message très très simple. On peut faire de la prévention. On n'aura pas 100%. Et quand une femme décide de faire un enfant, elle ne décide pas, et c'est tout le parcours qu'a donné Jean-Marie, on décide de faire un enfant qui aille bien. Et la rencontre avec cet enfant à 5 mois, c'est j'espère que tout va bien se passer, qu'il va être bon, va me faire un joli profil et un 3D. Et lorsqu'on l'a fait tomber de l'armoire et qu'on lui met une dalle de béton sur la tête, après, il y a tout à reconstruire. Voilà. Je vous remercie, c'était simple. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue, Monsieur Hafner, avec les préconisations. Et vous l'avez compris, le maître mot, c'est la prévention. Bien, je vais terminer, je vais vous parler des préconisations que l'on peut formuler concernant la prévention. D'abord, les contraintes. Il faut tenir compte de 2 comportements vis-à-vis de la grossesse. 50% des femmes ne programment pas leur grossesse pour une prévention par supplémentation impossible, puisque lorsque, comme vient de le dire Thierry Hervé, quand la jeune femme s'aperçoit qu'elle est enceinte, tiens, je vais prendre la pilule, je vais prendre de l'acide folique, c'est trop tard. 50% programment leur grossesse, il est donc possible de les supplémenter en acide folique. Sont concernées quand même en France 1 200 000 femmes en France chaque année qui se retrouvent enceintes. La prévention des AFTN, je vais essayer de montrer que c'est une économie de santé. Quel est le coût d'une prévention primaire par acide folique synthétique? 4 mois de traitement, vous voyez, si on compte large,
4 mois d'acide folique remboursé à 65% en boîte de 28 comprimés, 500 000 grossesses, 4 mois pour 2,83 € la boîte. Ça représente 5 600 000 € remboursés à 65%. Le coût moyen d'une supplémentation par naissance et par an n'est que de 11,32 €. Le coût moyen d'une prise en charge d'un enfant en SPINA de 0 à 20 ans, compte tenu de la grossesse à risque, des hospitalisations, des nombreuses opérations chirurgicales, de la rééducation, des aides techniques diverses nécessaires, des frais médicaux, des aides humaines, des aides de soutien scolaire, des allocations, des aides techniques, ça varie entre 20 et 40 000 € par an, soit sur 20 ans, 800 000 €. Le coût moyen maintenant d'un adulte, ça atteint de 20 à 70 ans, puisque prise en charge correctement, médicalement, l'espérance de vie est pratiquement quasi normale jusqu'à 70 ans. Nous avons même quelques adhérents qui ont passé les 80 ans. Les hospitalisations, même problème, la rééducation, les aides techniques, les frais médicaux, les aides humaines, la formation professionnelle, parce que quand même, les allocations aux adultes, etc., les aides techniques, les aides en familiaux, les aides personnalisées au logement. On compte environ 50 000 € par an en moyenne, ce qui d'ailleurs est beaucoup moins cher que le coût d'une personne en prison, soit sur 50 ans, 2,5 millions d'euros. Si je récapitule, le coût moyen, 800 000 plus 2,5 millions, me donne 3 300 000 €, à comparer avec la supplémentation de 500 000 grossesses, 5,6 millions d'euros. Voilà la différence. Conclusion. Éviter la naissance de 2 enfants spina bifida par une prévention B9 permet la naissance de 2 enfants en bonne santé et compense le coût d'une prévention concernant 500 000 grossesses. En ajoutant d'ailleurs que 2 enfants qui deviennent des adultes génèrent une vie, génèrent d'autres enfants, génèrent des activités professionnelles et contribuent à la richesse de la nation. Nos préconisations. 1. Informer. Je vais aller vite puisque Thierry Hervé en a déjà parlé. Informer les femmes dès la période scolaire et les couples. Informer dès la première consultation sur la contraception, à chaque consultation gynécologique. Avant d'arrêter la pilule, pensez à prendre de l'acide folique. Rendre systématique la consultation préconceptionnelle. Diffuser des messages de prévention par les CEPAM et les carnets de santé. Informer les professionnels de santé, tous les professionnels de santé. Mettre en place des campagnes médiatiques d'information par les pouvoirs publics. C'est ce que vient de faire récemment les pouvoirs publics en direction des médecins. Promouvoir les allocations nutritionnelles et de santé dans l'alimentation, ce qui n'est pas encore bien fait. Enrichi en, contient de, prévient les AFTN sur les gâteaux, sur différents denrées alimentaires. Impliquer les mutuelles et les organismes complémentaires, ce qui est déjà le cas en partie, notamment une prise en charge partielle de l'acide folique. Nos préconisations maintenant sur le plan réglementaire. Rembourser l'acide folique à 100% et non plus à 65%. C'est où l'acide folique ne sert à rien, ce n'est pas la peine de le rembourser, ou il est important et il doit être remboursé à 100%. Prescrire le dosage de vitamine B9 et B12 si nécessaire. Prescrire le remboursement de l'acide folique pour les hommes aux conditions de vie et de santé dégradées. Ça existe. Améliorer la prise en charge des femmes ayant opté pour l'IMG après diagnostic prénatal en spina bifida. Soutien et suivi psychologique. Et le docteur Joannick, le professeur Joannick vous en a parlé, effectivement, ça commence à se mettre en place en France, mais ça n'est pas encore, à mon avis, au niveau où ça devrait être. Troisièmement, la fortification. Pour les femmes qui n'ont pas programmé leur grossesse, mettre en œuvre une étude pilote régionale dans les régions couvertes par des registres de malformations congénitales d'un enrichissement systématique des farines. C'est une recommandation du Haut Conseil de santé publique en 2017 que les pouvoirs publics n'ont pas entendu. Si l'étude est positive et nous n'en doutons pas, généraliser la fortification. 87 pays dans le monde pratiquent la fortification, dont certaines depuis plus de 30 ans. Donc, l'ASB prépare un livre blanc sur la prévention des AFTN par les vitamines B9 et B12. Je vous remercie de votre écoute. Nous vous invitons à consulter le site de l'association préparermagrossesse.com. Merci beaucoup, monsieur Hafner. Donc, vous avez compris l'intérêt en fait du message, c'est d'en parler autour de vous pour assurer cette supplémentation. Et c'est un message qui vaut pour la France, mais qui vaut aussi à l'international. Et c'est du coup une petite vidéo de la Fédération internationale du spina bifida et des hydrocéphalies qui témoigne de l'importance de ce sujet. Welcome.
As Secretary General of the International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, I'm sending you the best wishes from our head office in Brussels on this important day. Every year on October 25th, we celebrate the World Spina Bifida and Hydrocephalus Day. And during this day, our members and partners worldwide come together to raise awareness about spina bifida and hydrocephalus. It also serves as means to advocate and promote the rights of persons with these conditions and showcase the strengths of all of those impacted. Last year, we were able to come together online with more families and partners than before through our virtual activities and events. The right to health in accordance with Article 25 of the UNCRPD is a high priority for IF and the global SBH community. Access to timely diagnosis, to information, treatment, and multidisciplinary care is still unattainable for many in the global SBH community. And with stigma, discrimination, and lack of awareness, creating further barriers to the enjoyment of the highest attainable standard of health. And the barriers may vary between communities and individuals, but the goal of advancing the right to health for individuals with SBH remains the same. Therefore, we share with you the theme of this year's World Spina Bifida and Hydrocephalus Day, which is Unlock Your Right to Health. Today, we also emphasize on the need for collaboration and the free exchange of ideas and enduring bonds between parent associations, organizations, and member states. But it begins with connections between people. The prevention campaign by the National Association Spina Bifida and Handicaps in France is a good example. As a state party to the convention, the French government, industry, healthcare centers, and parent associations can really inspire to respect and implement these principles. And I have the full confidence that together with you as important advocates here today, this will be successful. We therefore welcome you to join us in celebrating the World Spina Bifida and Hydrocephalus Day. Each one of us can make a difference, but together we can make change. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Nous avons la chance d'avoir Béatrice Civot qui nous a rejoint. Donc c'est la personne qui a fait son circuit en vélo. Je vais vous laisser dire quelques mots, madame. Venez si vous voulez devant la caméra pour qu'on puisse vous voir si ça ne vous embête pas. Alors, je me présente, je m'appelle Béatrice Civot, à l'âge de 6 ans, j'ai eu un spinaménoménagocèle, plus à 25 ans, une maladie inflammatoire, une spondylarthrite ankylosante et une MICI qui ont été découverts. Bon, après beaucoup d'épreuves de santé physique et morale, j'ai eu multiples opérations, en tout, j'en suis à 58 interventions et un bien triste bilan. Donc j'ai décidé, merci, j'ai décidé cet été, avant cet été, d'avoir un projet de rejoindre le Jura à la Méditerranée. Donc ça a été un rêve en vélo couché, un de mes rêves, on va dire, aussi bien avec une préparation physique, matérielle, psychologique, mental, sportif à 48 ans et puis médical, puisque ma capacité à être performante, c'était surtout au niveau médical. Je n'avais pas le droit à l'erreur, puisque je partais qu'avec du médical. Alors, mon projet, donc j'ai fait le Jura au Rhône, le sillon rhodanien et de Rhône à Sète. Alors, je vous présente, je ne sais pas, il y aura peut-être une vidéo. Il y avait voilà, vous avez vu, donc, mon compagnon, voilà. Après, j'ai fait mon Jura, Montry-Toirette avec
La première étape, beaucoup de soucis au niveau de l'accessibilité, on va dire, c'était assez physique au niveau du relief. Après, j'ai fait les monts du budget et je suis redescendue. Alors, j'ai eu pas mal de périples entre la météo, une panne de moteur et la fatigue qui arrivait. Enfin, voilà. Donc, j'ai j'ai fait en tout 700 kilomètres. J'ai fait 700 kilomètres en 9 jours, donc 59 heures de vélo, 83 kilomètres par jour, 13 km/h en moyenne, 6h30 de vélo par jour, 4 à 5 heures de sommeil. J'ai eu une aventure très humaine avec des rencontres, des partages, du soutien, de l'entraide, dû à ma panne parce que j'ai des personnes qui m'ont quand même bien aidé à ce que mon périple se réalise, des surprises, des larmes de bonheur. Voilà. Et je finirai juste par un rêve, une aventure, une réalité, des souvenirs et pour un avenir différent. Sauf égard à votre indulgence, il n'y a que moi pour pouvoir dire ce que je ne suis pas capable de faire. Et je voudrais vraiment finir à tous ceux qui m'auront suivi, soutenu et aidé. Je ne sais encore et merci d'avoir été et d'être toujours là. Voilà. Merci infiniment pour ce témoignage très, très fort et pour votre courage. Bravo. Merci à tous d'avoir été présents à cette conférence de presse. J'espère que vous avez bien apprécié les témoignages de qualité et surtout le message clé qu'on essaie de faire passer sur la prévention via la supplémentation. On a une question. Parce que j'ai tout de suite adressé la publication à Monsieur Hafner. On a, avec Ferdinand Dombre, réalisé une étude à partir des données SNIRAM, c'est-à-dire de la base de remboursement de la sécurité sociale, et à partir d'un échantillon représentatif de la population, on a pu démontrer, et c'est le premier chiffre qui soit consolidé à partir des bases nationales, que la prescription et la dispensation d'acide folique ne concernaient qu'environ 15% des femmes en suivant le schéma recommandé par l'OMS et qui est le schéma qui est recommandé dans notre pays depuis le début des années 2000. 15%, c'est-à-dire notoirement insuffisant. Et ça sur des données solides qui ont été publiées dans un des plus gros journaux au monde qui a trait à la nutrition et à la supplémentation. Le journal, la revue américaine s'appelle Nutrients et très gentiment, M. Hafner, avec des membres de l'association, on a réalisé une traduction française pour le rendre plus accessible. Ça correspond exactement à la donnée de 16% après retrait d'un stérilet. On est exactement là, c'est le même chiffre et qui, comme Jean-Marie, me désole. Voilà. Je ne m'entends pas. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre participation et à vous souhaiter une très bonne journée. Au revoir.